Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Inhumation cet après-midi à Alger de l'ancien chef du gouvernement feu Sidi Ahmed Rouzali, décédé hier à l'âge de 88 ans. Les funérailles ont eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, de la famille du défunt et d'une foule nombreuse. Le général d'armée Saïd Changriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a entamé aujourd'hui une visite officielle en République de l'Inde. Nous vous parlerons par la suite de maïsiculture dans la wilaya d'Al-Bayad. Les rendements sont en croissance et la région devrait connaître un véritable bond dans la production agricole. L'ambition est claire, booster l'agriculture locale et renforcer la sécurité alimentaire. Les discours d'extrémistes en France font réagir de nombreuses personnalités publiques françaises. Ségolène Royal dénonce les attaques de l'extrême droite. Elle appelle à un changement de posture et à respecter l'histoire et la mémoire de l'Algérie. Au Maroc, une grève généralisée touche l'ensemble des secteurs publics et privés aujourd'hui et demain. Une mobilisation pour dénoncer l'augmentation de la précarité et revendiquer une justice sociale. Prévention quant à la consommation anarchique de compléments alimentaires en Algérie, ils sont partout et nous sommes nombreux à en prendre sans avis médical. Un conseil, consulter un spécialiste avant de s'en procurer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'ancien chef du gouvernement feu Sidi Ahmed Rouzali, décédé hier à l'âge de 88 ans, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Ben Aknoun à Alger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait présenté hier, dans un message à la famille du défunt, ses sincères condoléances ainsi que l'expression de sa profonde compassion, indiquant qu'avec sa disparition, l'Algérie perdait l'un des hommes qui ont servi le pays à travers de hautes fonctions et responsabilités au sein des institutions de l'État, laissant son empreinte en tant que personnalité nationale de premier plan, témoin d'une période charnière marquée par des mutations et des événements majeurs de la vie nationale. Les funérailles ont eu lieu en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, du Premier ministre, du président de la Cour constitutionnelle, du directeur de cabinet à la présidence de la République, ainsi que des membres du gouvernement, des conseillers à la présidence de la République, des membres de la famille du défunt, ses amis et compagnons, ainsi qu'une foule nombreuse. Sur invitation du chef d'état-major de la Défense et secrétaire du département des affaires militaires de l'Inde, le général d'armée Saïd Changriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé aujourd'hui une visite officielle en République de l'Inde. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et l'armée indienne, et au cours de laquelle les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui, consacrée à l'étude des recommandations émanant de la 6e rencontre gouvernement-Wali tenue les 24 et 25 décembre dernier sous le haut patronage du président de la République et visant entre autres à accélérer la cadence du développement local et à relever les défis liés au renforcement du rôle des collectivités locales dans le domaine de l'investissement ainsi qu'à l'exploitation des mini-zones d'activité au niveau des communes en les dédiant aux jeunes. Il s'agit également de renforcer l'offre foncière au profit de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et de l'accélération de la récupération des terres non exploitées. Le gouvernement a également examiné le projet de phosphate intégré de Bled El Hadba dans son volet relatif à la ligne ferroviaire Bouchgouf-Oued-Kebrit. Le gouvernement a aussi écouté une présentation sur les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences et a suivi un exposé sur la situation des sports collectifs et du sport d'élite ainsi que sur les perspectives de leur développement. Coopération énergétique à présent, le ministre d'État, ministre de l'énergie et des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu le ministre de l'énergie, des mines et de l'industrie de Bosnie-Herzégovine, Vedran Lakic, qui effectue une visite de travail en Algérie.
Cette visite vise entre autres à renforcer les perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, des hydrocarbures, des énergies renouvelables ainsi que de la recherche, de l'exploration, de l'exploitation et de la transformation des ressources minières. Du maïs, du soleil, une récolte qui promet. À Brezina, dans la wilaya d'Al-Bayad, la culture du maïs prend de l'ampleur. Grâce à des méthodes agricoles modernes, les champs s'étendent, les rendements augmentent et cette production pourrait bien devenir un atout majeur pour la région. Vous verrez que derrière ces épis dorés, il y a aussi une ambition, booster l'agriculture locale et renforcer la sécurité alimentaire. Mariam Damis. Dans l'exploitation agricole, Bouchentesh Bouziyen, implantée à Brezina, dans la wilaya d'Al-Bayad. La récolte de maïs bat son plein. Spécialisée dans les cultures stratégiques, cette exploitation franchit une étape importante après la réussite de cette culture sur plus de 150 hectares. Nous sommes dans le périmètre agricole de Brezina qui s'étend sur 900 hectares. Nous avons consacré 150 hectares à la culture du maïs grain pour une première expérience depuis le mois d'août. Aujourd'hui, la récolte a commencé et les résultats sont très prometteurs, estimés entre 80 et 100 quintaux par hectare. D'ailleurs, nous prévoyons d'étendre la superficie dédiée à cette culture. L'adoption de techniques agricoles modernes a permis d'améliorer la qualité des récoltes et d'augmenter les rendements. Nous avons cultivé ces 150 hectares avec le système de goutte à goutte en utilisant l'eau provenant du barrage de Brezina. Actuellement, nous avons un projet de 750 hectares. Toute cette récolte a été envoyée vers l'unité de production d'aliments de bétail. Jusqu'à présent, nous avons mobilisé 6 camions prêts à acheminer la récolte. Nous prévoyons un bon rendement car la qualité est excellente et le taux d'humidité est bas. Avec l'extension de la superficie cultivée, la région devrait connaître un véritable bond dans la production agricole, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en matière d'investissement, pouvant contribuer à assurer la sécurité alimentaire. Dans un contexte où l'Algérie cherche à renforcer l'investissement pour garantir sa sécurité alimentaire, zoom ce soir sur un exemple concret dans le sud du pays, à Ain Salah, où des agriculteurs ont relevé le défi de cultiver des tomates sur des terres salines. Un pari audacieux, mais grâce à des techniques adaptées, à un accompagnement rigoureux, les résultats sont bel et bien là. La production a augmenté de manière significative. On parle de 1000 quintaux par hectare, un bel exemple de l'impact de l'investissement sur le quotidien des habitants. Majda Diahmoud. Transformer une terre saline en un sol fertile capable de produire de la tomate. C'est le pari audacieux qu'a relevé Brahim, jeune investisseur. Il a su défier les idées reçues sur l'infertilité de cette terre saturée en sel, prouvant qu'avec du travail et des techniques adaptées, elles peuvent donner de beaux fruits. Ces tomates ont poussé sur la terre d'Ain Salah. Tout le monde pensait que cela n'était pas possible, mais nous avons relevé ce défi. Grâce à Dieu et aux efforts déployés, les résultats sont satisfaisants. L'extension des surfaces cultivées et le soutien des services agricoles ont permis d'augmenter la production de la tomate cette année, atteignant plus de 900 quintaux par hectare. Les rendements étaient de 500 quintaux par hectare l'année passée. Cette année, nous sommes parvenus à dépasser les 1000 quintaux par hectare. La majorité des agriculteurs souhaitaient assurer leur récolte. Grâce à l'excellente production que nous avons obtenue ces dernières années, les prix ont baissé. La tomate de la région est très appréciée. D'ailleurs, elle est commercialisée partout au niveau national. L'abondance de la production de la tomate dans la wilaya d'Ain Salah constitue un levier essentiel pour la stabilité des prix de ce produit agricole très demandé sur les marchés et un pas de plus vers l'autosuffisance locale.
L'Algérie garde les cicatrices d'un passé qu'on ne peut ni effacer ni oublier. La colonisation française était bien plus qu'une occupation. C'était des crimes, des atrocités sans nom. Une machine de répression impitoyable. Torture, disparition et exécution. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des victimes qui en parlent. D'anciens soldats français brisent le silence. Ils racontent dans les moindres détails et avouent les faits. La vérité finit de toute manière toujours par éclater, même lorsqu'on veut l'enterrer. Marim Damis. Marqués par le poids du passé, les anciens soldats de la machine coloniale française ont témoigné avec amertume et remords des exactions, des meurtres et des actes de torture infligés au peuple algérien, dévoilant ainsi les horreurs d'une période sombre de l'histoire. Si j'avais été réformé, j'aurais jamais tué personne. Je vivrais mieux maintenant. Je suis devenu un criminel, moi, quand même. On allait pour se coucher, on entendait des cris de plus en plus forts. Et puis ça criait, ça criait, ça criait, au point que je me souviens avoir mis mon polochon sur la tête, parce que je savais ce qui se passait quand même. L'adjudant nous dit, bon, il m'en faut 6 là. Alors je fais partie des 6, et là je vais vers le bâtiment en dur où j'entendais les cris, et là les 4 mecs étaient étendus. J'ai honte. Je me dis c'est pas possible que des Français soient capables de faire ça. Alors que la France se revendique comme un modèle de liberté et de droits de l'homme, la réalité est bien différente. L'histoire et les faits en attestent. Ces slogans ont servi de façade pour dissimuler un passé sombre et une réalité bien éloignée des valeurs qu'elle prétend incarner. On a martyrisé nous Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne au début des années 90, c'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux. Parmi les crimes odieux de la France coloniale, ceux commis contre le peuple algérien. Meurtre, torture, arrestation arbitraire et crémation d'individus vivants. Ces atrocités ne suffisant pas à assouvir les instincts coloniaux, la France est allée jusqu'à transformer des mosquées en églises ou en écuries, en plus de mener des opérations de nettoyage ethnique. Aujourd'hui, la France se cache derrière le masque des droits de l'homme, oubliant son sombre passé. Mais l'histoire, en tant que témoin, demeure une preuve incontestable de ces atrocités. Et aujourd'hui, le climat de tension autour de l'Algérie, amplifié par certains discours extrémistes en France, fait réagir de nombreuses personnalités médiatiques et politiques françaises. Parmi elles, Ségolène Royal, qui a fermement dénoncé les attaques de l'extrême droite, ainsi que les propos du ministre de l'Intérieur. Elle appelle à un changement de posture et à respecter l'histoire et la mémoire de l'Algérie. Un appel à la raison et à la responsabilité qui trouve écho. Amel Bouarwa. L'ancienne ministre française et ex-candidate à la présidence, Ségolène Royal, n'a pas mâché ses mots en dénonçant les attaques virulentes menées par l'extrême droite française contre l'Algérie et les discours irresponsables du ministre de l'Intérieur français. S'exprimant sur un plateau de télévision, Ségolène Royal a battu en brèche les discours haineux des nostalgiques de l'Algérie française, appelant le gouvernement français à la raison. Elle a estimé que la France est loin d'être un modèle des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus aussi ? Ceux que j'entends protester là, ils ont protesté contre les mutilations sur les gilets jaunes ? Ils ont protesté sur les 15 gilets jaunes qui sont morts sur les ronds-points. Ils ont protesté contre la répression de la réforme des retraites. Je vois pas le rapport avec l'Algérie. Monsieur Stéphanie répond. Vous croyez que la France a donné l'exemple des droits de l'homme dans la répression des gilets jaunes ? Il faut changer de posture. Et même quand je vous entends, monsieur Stefanini, je me dis mais on n'en sortira jamais. Abordant la question mémorielle, Ségolène Royal a rappelé les atrocités commises par la colonisation française, plaidant pour le respect de l'Algérie et de son passé pour bâtir une relation apaisée. C'est vrai que ceux qui ont osé dire que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ceux qui ont osé faire un projet de loi sur les bienfaits de la colonisation, ceux qui aujourd'hui nous racontent que l'Algérie abuse de sa rente mémorielle, ce terme abominable, pour dire que finalement il faudrait oublier tout ce qui s'est passé pendant la colonisation et pendant la guerre d'Algérie. Non, obligé de le ressortir. Non, mais c'est une histoire commune. Non, mais on n'est pas obligé de l'oublier et d'insulter les Algériens en leur disant « Ah, vous exploitez la rente mémorielle ». Ils ont quand même beaucoup donné, beaucoup payé.
Et on a été on a été des barbares, comme dit Aimé Césaire. C'est un ensauvagement. Il y a plus les essais nucléaires, effectivement. Mais donc la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Et par conséquent, ce passif-là, il existe toujours, il existe encore. L'ex-candidate à la présidence française a également condamné la stigmatisation des Algériens. Quand vous ne clarifiez pas les choses, quand vous ne dites pas les choses, quand l'histoire est frelatée, quand vous voulez faire croire que tous les Algériens sont délinquants parce qu'il y en a un qui est expulsé et en plus que cette expulsion échoue, non pas parce que les Algériens ne respectent pas, mais parce qu'on les a provoqués en faisant une opération de communication du ministère de l'Intérieur qui pouvait très bien procéder à cette expulsion en respectant la loi sans crier sur les toits avant. Vous allez voir ce que vous allez voir, on va expulser un Algérien sans jamais qu'un mot positif ne soit dit sur les Algériens qui sont en France, qui contribuent à l'économie française, qui travaillent dans nos hôpitaux, qui travaillent dans nos usines, etc. Pour Ségolène Royal, il est impératif de bannir les discours méprisants et provocateurs envers l'Algérie. Des discours qui ne font qu'envenimer les relations entre Alger et Paris. Dans le cadre des missions humanitaires des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales et suite à la réception hier à 20h45 par le centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer en 5e région militaire d'un signal de détresse faisant état de la présence de migrants en danger à 40 000 nautiques au nord d'El Aouana dans la wilaya de Djidjel. Immédiatement et sous la supervision du Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer des gardes-côtes du commandement des forces navales, une opération de sauvetage et d'évacuation a permis de porter secours à 16 candidats à l'immigration clandestine de nationalité somalienne, dont 2 femmes dans un état de santé critique. Les concernés ont été conduits vers le port de Djendjen à Djidjel où ils ont reçu les premiers soins avant d'être transférés à l'hôpital pour une prise en charge médicale adéquate. Cette opération reflète les efforts constants déployés par les unités des gardes-côtes relevant des forces navales et leur engagement à intervenir, à porter secours, assistance en mer afin de sauver des vies humaines. On passe à cet autre communiqué du ministère de la Défense nationale. Durant la période allant du 29 janvier au 4 février, donc hier, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors de 2 opérations de qualité menées à Tamanrasset et Borj Bedi Mourtar en 6e région militaire, des détachements de l'ANP ont récupéré 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un pistolet automatique, un fusil à lunettes, 2 fusils mitrailleurs, un lance-roquettes, une quantité de munitions et d'autres effets, soulignant que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 75 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 14 quintaux et 35 kg de kiff traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 2,3 kg de cocaïne et 1 29 180 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Borj Bedi Mourtar, Janet Insalah, Tindouf et Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 344 individus et saisi 22 véhicules, 258 groupes électrogènes, 155 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 9 autres individus ont été arrêtés, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil mitrailleur, un pistolet automatique, 28 838 litres de carburant ainsi que 22 quintaux de tabac et 8 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, à la spéculation ont été saisies lors de ces différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 7 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 314 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Et c'est la fin de ce communiqué du MDN.
Des réunions du Comité des Nations Unies sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien ont débuté aujourd'hui avec la participation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, après plus de 15 mois d'agression sioniste barbare contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Ce comité, qui a été créé en 1975, a pour mandat de conseiller l'ACNU sur les programmes pour permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits, y compris le droit à l'autodétermination, sans ingérence extérieure, le droit à l'indépendance et à la souveraineté nationale, ainsi que le droit de retourner dans leur foyer d'où ils ont été déplacés. Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire reste, vous le savez, désastreuse. Plus de 2 semaines après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. C'est ce qu'a affirmé en tout cas l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, soulignant que les besoins humanitaires urgents des quelques 2,3 millions d'habitants de l'enclave n'ont pas été satisfaits. Les engagements internationaux n'ont toujours pas permis d'alléger les souffrances de la population, les problèmes humanitaires urgents n'étant toujours pas résolus. Selon l'ONG, près de 8500 camions sont entrés dans la bande de Gaza, mais seulement 35% d'entre eux ont atteint la partie nord de la région. L'Observatoire estime aussi que la communauté internationale ainsi que les médiateurs de l'accord de cessez-le-feu doivent agir immédiatement pour répondre aux besoins humanitaires urgents, activer les mécanismes de soutien et d'assistance pour assurer la sécurité et la dignité de centaines de milliers de personnes affectées dans la région. Au Maroc, la tension est à son summum. Je vous en parlais en titre. Aujourd'hui et demain, une grève généralisée touche l'ensemble des secteurs publics et privés. Une mobilisation qui est une réponse à une politique gouvernementale jugée totalement chaotique. Les syndicats dénoncent aussi une violente répression ainsi qu'une augmentation de la précarité avec près de 3 millions de Marocains tombés sous le seuil de la pauvreté. Un mouvement pour revendiquer une justice sociale et de meilleures conditions de vie dans le pays. Raouf Hamouche. Dans un contexte d'ébullition sociale sans précédent, se tient aujourd'hui une grève générale au Maroc. Initiée par la CDT, Confédération démocratique du travail, et soutenue par plusieurs centrales syndicales, cette grève vise à dénoncer la politique du Marzen qui a érodé le pouvoir d'achat des Marocains et restreint son droit syndical. C'est une grève nationale qui touche plusieurs secteurs comme la fonction publique, les entreprises publiques, les collectivités locales et le secteur privé dans l'industrie, les services et l'agriculture. Un appel est lancé aux commerçants et artisans pour se joindre à ce mouvement et protester, entre autres, contre la cherté de la vie due à la politique désastreuse du Marzen. Il faut savoir qu'au Maroc, la précarité s'aggrave. Près de 3 millions de Marocains ont atteint le seuil de pauvreté ces 2 dernières années, alors que le nombre de chômeurs est de 1,15 million. La corruption coûte plus de 50 milliards de dirhams, soit l'équivalent de près de 5 milliards de dollars, un chiffre qui couvrirait largement, selon les spécialistes, les augmentations des salaires et le financement des fonds de pension réclamés par les syndicats. Revenons au pays pour vous parler du CIFA, le salon international de la pharmacie, qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger, avec la participation de plus de 170 exposants nationaux et internationaux. Une 19e édition axée sur le thème de la pharmacie dans la prise en charge du cancer. Il s'agit en fait de mettre en lumière l'importance de la lutte contre le cancer en Algérie, un thème qui reflète la priorité accordée par les autorités à cette cause. Tout un programme scientifique a été établi. Il prévoit des conférences sur la lutte contre le cancer, son financement et le rôle crucial du pharmacien dans l'accompagnement des patients. Le CIFAL, c'est jusqu'à samedi. L'occasion de mettre en lumière également les efforts déployés pour lutter contre cette maladie qui touche des millions de vies. Les chiffres sont inquiétants. Chaque année, 55 000 nouveaux cas de cancer sont recensés. Et d'ici 2040, les spécialistes parlent d'une hausse de 50% des cas. À travers une rencontre dédiée, des experts se sont réunis pour partager leurs expériences et discuter des avancées en matière de prévention, de traitement et de soutien aux patients. Avec la mise en place de 22 sous-commissions, l'Algérie élabore une stratégie nationale. Couverture Majda Diahmoud. Le cancer, une maladie redoutable qui touche toutes les tranches d'âge et qui représente un défi majeur pour le système de santé. Dans le cadre des efforts visant à améliorer la prise en charge des patients, 22 sous-commissions thématiques spécialisées ont été installées au sein de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Elles sont chargées de préparer les assises nationales prévues en mai prochain. Il y a un effort colossal par l'État pour la prise en charge des cancéreux, mais il y a des choses, il y a des points forts et des points négatifs. Parmi les points négatifs,
objectif, c'est la prévention. Pour ça, on doit axer sur la prévention, notamment pour la lutte contre le tabac et contre la sédentarité, l'obésité et en même temps pour l'activité physique. Lors de cet événement, plusieurs spécialistes ont pris la parole pour aborder les différents aspects de la lutte contre le cancer. Le diagnostic précoce, l'accès au traitement et les stratégies de prévention ont été au cœur des discussions, soulignant la nécessité d'une prise en charge renforcée. Les cancers les plus fréquents en Algérie, qui est le cancer du sein de la femme, et on a vu une mutation du profil épidémiologique des femmes concernant les cancers gynécologiques. Elles sont de plus en plus jeunes, les cancers sont de plus en plus agressifs, donc il est clair qu'il faut s'organiser pour une stratégie de dépistage, de sensibilisation, mais aussi de diagnostic et de diagnostic précoce. Le cancer du cerveau occupe la 6e place en matière de mortalité en Algérie, alors qu'il occupe la 12e place d'après l'OMS dans le monde. Le cancer du cerveau en Algérie, il touche une population jeune, quand je dis jeune, déjà des adultes jeunes avec une moyenne d'âge de 40 ans. L'enfant atteint de cancer, ce n'est pas un petit adulte, puisque les pathologies cancéreuses sont tout à fait différentes. Ce sont essentiellement donc, les hémopathies malignes, les tumeurs cérébrales et les tumeurs embryonnaires. Donc nous avons insisté sur les points sur lesquels il faudrait travailler avec cette commission pour faire avancer les choses. La lutte contre le cancer repose sur une mobilisation continue de tous les acteurs du secteur de la santé. Les assises nationales ont un objectif majeur qui consiste en l'élaboration d'une stratégie nationale pour la période 2025-2035 axée sur la prévention, le dépistage précoce, l'amélioration du parcours des patients, le développement de la recherche scientifique et la réintégration sociale des patients guéris. Le réseau africain de lutte contre le cancer a été officiellement créé aujourd'hui à Alger en présence de représentants de 14 pays du continent, avec l'objectif de favoriser la coopération et l'échange dans la lutte contre cette pathologie et d'améliorer également la prise en charge des malades. La création de ce réseau panafricain siégeant à Alger a été officialisée par la signature d'un mémorandum de coopération et d'échange entre les États représentés, et ce, au 2e jour du premier congrès international des patients atteints de cancer. Parlons justement de prévention, puisque parfois, ce qui est censé nous faire du bien peut au contraire nous mettre en danger. Les compléments alimentaires sont partout et surtout dans nos habitudes. On en consomme pour booster son énergie, améliorer sa mémoire ou encore renforcer son immunité, souvent sans réel besoin et sans avis médical surtout. Mais attention, alors cette consommation anarchique peut avoir de lourdes conséquences. On parle d'interactions dangereuses, d'effets secondaires, voire même de risques cancérigènes. Alors face à l'overdose de conseils sur la toile, un seul réflexe à adopter, consulter un spécialiste. C'est un reportage d'Emel Bouarba. Les Algériens sont-ils de gros consommateurs de compléments alimentaires? Une question que nous avons posée dans cette pharmacie d'Alger. Magnésium, vitamine C, le fer, vitamine D. J'ai un traitement à suivre. Je ne prends pas les médicaments. Les oranges et les fruits. De préférence les fruits bio. J'ai attrapé la grippe. Pour booster mon système immunitaire, le médecin m'a prescrit toutes sortes de vitamines. J'ai l'habitude d'en prendre quand je me sens fatiguée. Depuis la pandémie du Covid-19, le marché des compléments alimentaires connaît un véritable boom en Algérie. Mais quelles sont donc les vitamines les plus vendues? Le zinc, le magnésium, la vitamine D, surtout la vitamine D, qui s'est avéré que c'est un élément essentiel aussi pour le bien-être de l'être humain. Donc c'est un complément où on voit sa consommation multipliée par 10 ou voire plus. La vitamine C, la mélatonine, parce que beaucoup aussi, on voit de plus en plus de personnes qui ont un sommeil perturbé. Toutefois, les spécialistes mettent en garde contre l'usage aléatoire des compléments alimentaires, mettant en avant le risque d'interaction médicamenteuse. Ils peuvent interagir avec les médicaments, ils peuvent aussi être contre-indiqués pour certaines personnes, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, certaines maladies chroniques aussi. Les prendre d'une manière aléatoire, c'est dangereux. Attention, je donne un exemple. S'il y a des personnes qui sont sous anticoagulants, le coenzyme Q10, le curcuma, l'oméga 3 à forte dose, et
tout ça, ils ont un effet anticoagulant. Il est sous anticoagulant, ça va aggraver. Donc si demain il fait une hémorragie, il peut tomber ou il a une blessure, il peut avoir une hémorragie. Par exemple, la gelée royale, il faut savoir que c'est vrai qu'elle a ses indications, c'est bien fait, mais quand vous faites dans la composition, par exemple, la gelée royale, elle a un facteur de croissance, d'accord? Donc, qui dit facteur de croissance, c'est un peu dangereux. Par exemple, pour les cancéreux, la gelée royale, elle est déconseillée. Pour cette nutrithérapeute, un bilan est impératif avant la consommation de compléments alimentaires. Je dois déjà voir pourquoi cette carence, que ce soit l'apport, que ce soit l'absorption, que ce soit le métabolisme, que ce soit l'excrétion, comment ça se fait. Donc je suis obligée de voir tout le parcours de cette vitamine mathalène, d'accord, le fonctionnement de cette vitamine, est-ce qu'il y a assez de... le métabolisme est assez adéquat. Et donc moi je répare, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, en fonction de l'adhérence et l'observance du patient à la prise en charge, d'accord. Et une fois que c'est établi, j'arrête, je laisse justement, avec le lifestyle de la personne, ce que je propose, l'exposition au soleil, si on prend que la vitamine C, le mec là. Si le traitement des carences en vitamines avec des compléments alimentaires peut être une solution efficace, rien ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée. Les professionnels de santé insistent également sur le rôle du ministère de la Santé dans le contrôle de ces produits qui inondent le marché. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Très bonne soirée à vous.